Nous sommes ce lundi à l'orée d'une semaine sur Marx, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine préparée la main dans la main par Christine Robert, Jacques Vincent à la technique, Adèle Van Rett, Avril Ventura, Mathilde Unger, Vanina Mozzi-Conacci, Romain Villet, Geneviève Méric. Des premiers écrits au capital de l'idéologie allemande à l'hypothèse selon laquelle Marx aurait prédit l'actuelle crise financière, les chemins vous invitent à arpenter le bel édifice du marxisme, ses pierres de taille et ses fondations, ses chapelles, ses clochers, ses gargouilles et ses grands hommes, bref, la planète Marx, qu'on appelle aussi la planète rouge. Demain, mardi, c'est Isabelle Garot qui viendra nous parler de l'idéologie allemande. Mercredi, Jean-François Kervégan reviendra pour vous sur les premiers écrits. Jeudi, Gérard Duménil vous parlera du Capital et nous évoquerons vendredi l'éventuelle actualité de Marx, c'est-à-dire son acuité, en compagnie de Lucien Sève et Jean-Marie Haribé. Mais aujourd'hui, tout de suite, et pour commencer, les nouveaux chemins de la connaissance accueillent André Tauzel, professeur émérite de l'Université de Nice, auteur entre autres d'un livre intitulé Le marxisme du XXe siècle, paru chez Sileps. Marx unissait les deux qualités du penseur génial. Il n'avait pas son pareil pour dissocier un objet en ses divers éléments et pour le reconstruire ensuite magistralement dans tous ses détails et ses différentes formes de développement et en découvrir la connexion interne. Sa démonstration ne s'appuyait pas sur des abstractions, ainsi que le lui ont reproché des économistes incapables de penser. Il n'employait pas la méthode des géomètres qui, après avoir pris leur définition dans le milieu environnant, font complètement abstraction de la réalité lorsqu'il s'agit d'en tirer les conséquences. On ne trouvera pas dans le Capital une définition unique, une formule unique, mais une série d'analyses de la plus grande finesse, rendant les nuances les plus subtiles et jusqu'aux moindres différences. Marx commence par la constatation de ce fait évident que la richesse de la société, où domine le mode de production capitaliste, apparaît comme une immense accumulation de marchandises. La marchandise, fait concret et non abstraction mathématique, est donc l'élément, la cellule de la richesse capitaliste. Marx prend la marchandise, la tourne et la retourne dans tous les sens, en met l'intérieur au jour, découvre les uns après les autres tous ces secrets dont les économistes officiels n'avaient pas eu la moindre idée, bien qu'ils soient plus nombreux et plus profonds que les mystères de la religion catholique. Après avoir examiné la marchandise sous toutes ses faces, il découvre ses rapports avec les autres marchandises dans l'échange, et remonte ensuite à sa production et aux conditions historiques de cette production. Considérant les différentes formes de la marchandise, il montre comment elle passe de l'une à l'autre, comment l'une produit nécessairement l'autre. Le développement logique des phénomènes est présenté avec un art si parfait qu'on pourrait croire que Marx l'a imaginé, et cependant, il est tiré de la réalité. C'est l'expression de la dialectique réelle de la marchandise. Bonjour André Tauzel. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. C'est une joie de vous accueillir. Alors on va partir ensemble et parler ensemble du texte qu'on vient d'entendre, qui est extrait des Souvenirs du gendre de Marx, Paul Lafargue. Mais je voudrais, si vous en êtes d'accord, avant cela, me permettre de commencer cette émission par un souvenir personnel. Il se trouve, André Tauzel, que j'étais étudiant en licence à la Sorbonne à Paris 1, quand vous-même y étiez professeur. Et je garde précieusement le souvenir d'un jour où, alors que vous nous parliez du kantisme de Marx, vous avez soudain cessé de dire Marx pour dire plus familièrement le vieux. Or, pour un étudiant, il est très formateur d'entendre un professeur traiter familièrement le grand philosophe dont il enseigne la doctrine. Il ne s'agit pas seulement d'ailleurs du plaisir un peu fétichiste qu'on peut prendre à taper sur l'épaule d'un grand penseur, mais plutôt du sentiment que vous connaissiez littéralement la philosophie de Marx par cœur, c'est-à-dire par le cœur. Et par-delà l'exposé de sa doctrine, vous parliez un peu de Marx comme on parle d'un ami défunt. Alors avant qu'on ne fasse toute la semaine l'archéologie de la pensée marxiste, je voudrais faire la généalogie avec vous d'un penseur marxiste. Et vous demander, André Tauzel, même si c'est peut-être la question la plus bête du monde, vous êtes marxiste, mais comment devient-on marxiste? Est-ce que c'est par l'étude ou l'expérience, par les livres, ou par la raison, par la vie?
On peut parler de... Je crois qu'on devient d'abord marxiste lorsqu'on découvre comment fonctionne notre société et que l'on cherche à expliquer cette situation. Dans ce genre de situation où les intérêts, les affects, les sentiments, l'existence tout court est en cause, il est bien évident qu'on ne peut pas ne pas rencontrer Marx, même si pendant ces dernières années, Marx a été mis au grenier. Si je l'ai appelé le vieux, c'était pas simplement pour montrer que je le connaissais un peu, c'était surtout pour montrer qu'il n'était pas si vieux que cela, qu'après tout, par antiphrase, ce vieux avait encore une jeunesse. Alors effectivement, c'était le sentiment qu'on avait quand on vous écoutait. Mais donc, ce que vous dites, c'est que c'est le réel, c'est le spectacle du monde finalement qui vous a invité ou convié à devenir marxiste, plus que les thèses de Marx lui-même. Bien sûr, c'est le spectacle du monde. C'est une expérience que j'ai faite aussi par ailleurs et antérieurement, qui m'avait fait rencontrer donc le christianisme comme un recours. Et en lisant Spinoza, je me suis rendu compte que la religion chrétienne non seulement ne tenait pas ses promesses, mais avait justifié des formes d'existence qui n'étaient pas émancipatrices. Et c'est tout naturellement que je suis passé de la critique des autorités théologico-politiques qu'avait faite de manière irréversible Spinoza à celui qui, lecteur de Spinoza, secret mais effectif, a entamé une critique des autorités logico-économiques qui structurent notre monde, sans s'en tenir bien entendu à l'économie, mais l'intention critique était fondamentalement identique. Alors, critique de l'économie politique, hein, c'est le sous-titre du Capital. Et effectivement, la démarche de Marx est celle d'un homme qui pratique la critique. Il faudra d'ailleurs revenir sur le sens qu'on donne à ce mot. Mais revenons un instant sur cette filiation que vous établissez. Le texte de Spinoza auquel vous faites référence, c'est le traité théologico-politique. C'est sa préface ou son avant-propos dans lequel Spinoza entreprend une double démarche qui est à la fois de déconstruction de la religion comme une théorie de la connaissance, mais également d'un éloge d'un régime dans lequel chacun est libre de vénérer l'idole de son choix. Il y a chez Spinoza ces deux ambitions. Il y a une ambition gnoséologique de connaissance, déconstruire le fantasme que Dieu ou l'idée d'un Dieu transcendant est une vérité, et en même temps faire valoir une société qui autorise chacun à se tromper en un sens. Est-ce qu'il y a chez Marx cette double ambition, ou est-ce qu'il y a davantage chez Marx l'idée que sa théorie doit conduire à une société particulière? Je crois qu'il y a aussi cette ambition chez Marx. Il ne s'agit pas simplement de montrer que la critique déconstruit les illusions, les modes de représentation que les acteurs économiques ont de leur propre activité et qui sont conditionnés par cette activité elle-même. En ce sens, Marx passe par une critique qui s'appelle le fétichisme, hein, le fait qu'un rapport social apparaisse comme une chose et ne puisse plus être reconnu comme un rapport social et qu'il soit considéré comme une réalité naturelle. Il en va ainsi du salaire, il en va ainsi des formes du capital. Donc Marx est bien un déconstructeur de l'économie politique. Il se trouve aussi qu'il essaie de construire ou de penser que dans la réalité même, il y a un mouvement d'autocritique. Quand on parle de critique, ça n'est pas simplement une critique de l'extérieur, une réflexion sur. C'est la réalité par ses contradictions, par les possibilités qu'elle libère et par celles qu'elle réprime, par la puissance d'agir qu'elle concède aux uns et qu'elle refuse aux autres, par la puissance de penser aussi qu'elle concède et qu'elle réprime. C'est cette réalité elle-même qui contient en elle-même sa propre autocritique et qui peut permettre d'envisager une transformation. Il est bien évident que la transformation qu'envisage Marx ne se borde pas simplement à la coexistence des désirs et des volontés dans une société qui serait démocratique. Il va plus loin. Spinoza ne pouvait pas accéder à la critique de l'économie politique dans la mesure où son propos était tout à fait autre. Donc chez Marx, il y a la volonté de reprendre l'idée démocratique sous la forme d'une association libre, mais celle-ci ne peut passer que par la déconstruction d'une société fondée sur l'exploitation et la construction d'une autre société qu'il appelle le communisme, bien entendu, communisme qui n'a pas été vérifié par l'histoire et qui reste problématique, mais dont l'idée n'est pas morte. Alors on va revenir sur le fait que le communisme est une idée qui n'est pas morte, et sur la difficulté également que représente pour le communisme, c'était notamment le diagnostic de Raymond Aron, le fait même qu'il se soit incarné sous la forme de régimes que le Parti communiste français, par exemple dans la bouche de Robert Hue lui-même, avait désigné comme caricaturaux, et à cet égard infidèles à la doctrine qu'il revendiquait. Mais avant cela, juste encore sur ce parallèle Marx-Spinoza, l'éthique de Spinoza est un livre qu'un individu peut lire et qui peut être l'occasion pour un lecteur individuel d'une réforme profonde de son rapport au monde.
En revanche, les textes politiques de Spinoza, prenant acte du fait que l'homme en foule, que la multitude ne peut pas opérer cette métamorphose de l'individu qui le débarrasse des idées inadéquates, mais qu'il faut bien gouverner la foule selon les passions tristes par lesquelles elle est mue, c'est-à-dire l'espoir et la crainte, il y a chez Spinoza à la fois une ambition prodigieuse en ce qui concerne un lecteur individuel et une sorte de pessimisme anthropologique en ce qui concerne une société dans son ensemble. Est-ce que finalement Marx n'est pas quelqu'un qui aurait reconduit l'ambition de transformation individuelle à l'échelle de la collectivité elle-même ? Je crois que c'est tout à fait vrai. Chez Spinoza, il y a bien donc un livre qui vise la transformation du lecteur et qu'on ne peut pas espérer de tous, en raison de l'inégalité du développement et des situations. Chez Marx, il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir une transformation individuelle. C'est quand même bien lui qui dit que les individus partent toujours d'eux-mêmes pour revenir à eux-mêmes. Et si le communisme a un sens, c'est bien une libre association de libres individus, et non pas l'inverse. Ça, c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Il y a chez Marx le libre épanouissement de chacun à celui de tous. De tous. Et le libre épanouissement de chacun est quand même quelque chose qui a une fonction, disons, de téléologie, de but immanent. Il se trouve que chez Spinoza, il y a peut-être, non pas tant un pessimisme qu'un réalisme. Il y a chez Spinoza cette idée qu'on ne peut pas transformer le royaume de nos affaires dans une société intégralement pacifiée sur laquelle on pourrait projeter toutes les utopies de la réconciliation. Chez Marx, il y a là un élément qui n'est plus spinozien, qui lui vient du combat politique, et qui lui vient peut-être donc de présupposés théologiques laïcisés. Ça a été dit souvent, mais je crois que c'est un peu vrai, et qui fait que l'idée communiste chez Marx est aussi stimulante et mobilisatrice qu'en définitive très difficile à construire. Je vais vous faire remarquer que dans le livre 1 du Capital, qui est au fond le seul texte véritablement achevé de Marx, Marx n'a pas écrit une œuvre. C'est un immense chantier, c'est une parenthèse, un immense chantier qui n'a jamais été complété. Eh bien, Marx fait apparaître le communisme 2 fois dans le livre 1. Il le fait apparaître 2 fois oui. dans le livre 1. Vous dites que c'est un chantier inexploité, inachevé plus exactement. Diriez-vous de l'œuvre de Marx, André Tauzel, qu'elle est un système, ou bien au contraire qu'elle est une espèce de, un système laissé en jachère, toujours à construire, ou mieux ou pire, qu'elle est un anti-système? L'œuvre de Marx n'est pas un système. Ça n'est pas un système. Ça n'est pas un système puisqu'il... Disant cela, c'est en général l'idée reçue qu'on se fait à son sujet. C'est que c'est un système. Il a été systématisé pour des raisons qui tiennent, disons, à la culture politique, aux raisons de l'action politique. Il faut bien que les militants ouvriers, ceux qui luttent contre l'exploitation, aient un certain système de représentation, d'idées, d'analyse, que l'on peut systématiser. Ça a été fait très vite par Engels, et Marx n'avait rien contre. Mais ceci a donné naissance à une espèce d'orthodoxie qui, pour avoir été utile pour mobiliser, pour aider le combat politique, a été très vite dogmatisé, déjà sous la Seconde Internationale, avec les marxistes officiels comme Kautsky, qui ne sont d'ailleurs pas des gens méprisables, et encore davantage, et là ça a pris un tour catastrophique pour la pensée, avec le matérialisme dialectique à la soviétique, avec Staline, mais ça avait commencé bien avant avec Plekhanov, qui est le père philosophique du marxisme russe. Est-ce que vous êtes partisan de la thèse selon laquelle toute incarnation, jusqu'ici et jusqu'à nouvel ordre, du marxisme, toute tentative finalement de faire advenir ce que Marx décrit, a été l'occasion d'un dévoiement, André Tauzel? Je n'emploierai pas le mot dévoiement. Il est bien évident qu'entre ce que visait Marx et ce qui a été réalisé en son nom, il y a une différence et des contradictions. Je dirais qu'il faut ici reprendre donc la voie de l'histoire, se demander ce qui a été connu de cette doctrine, ce qui a agi, ce qui l'a pris véritablement à contre-pied et qui l'a contredit, et qui aujourd'hui, ou pendant longtemps, l'a rendu improposable. Je me souviens que lorsque j'étais professeur à Nice, dans certaines années, lorsque je prononçais le nom de Marx, certains étudiants partaient. Non pas parce qu'ils me haïssaient, ce qui n'était pas le cas, mais parce qu'ils ne supportaient pas, c'était en période de critique du totalitarisme, Marx a été assimilé à cela. Donc je crois qu'il faut faire la part de Marx, des différents Marx, des lectures, des interprétations. C'est une affaire complexe et ça ne peut pas être réglé en 2 coups de cuillère à peau par des formules de propagande de demi-intellectuels. Non, bien sûr. Néanmoins, il y a également des
textes de Marx lui-même, qui dit par exemple, il dit à un moment, je fus obligé d'admettre des passages sur le devoir, le droit, la vérité, la morale et la justice. Il faudra un temps avant que le réveil du mouvement permette l'ancienne franchise de langage. Marx n'est pas non plus... Peut-on parler d'un Marx humaniste, selon vous, André Tauzel? Je suis hésitant. Je pense qu'il y a chez Marx un sens de l'humain, mais généralement Marx définit l'humain non pas à partir d'une théorie toute armée de la nature humaine. L'humain se fait, l'humain est un processus d'autoproduction dans la condition et dans la limitation, et par conséquent il se fait dans la contradiction, dans des divisions, des inégalités, et généralement le moteur de l'humain c'est la perception par certains de ce qui est inhumain pour eux. Et je crois que cette détermination de l'humain par l'inhumain me paraît plus fondamentale que les discours de prédication morale que Marx détestait sur l'humain. Surtout, aujourd'hui, dirais-je, cette conception critico-polémique de l'inhumain me paraît bien plus utile que des conceptions normatives tout armées. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est toujours possible d'élaborer des systèmes normatifs, Habermas l'a fait, c'est intéressant, mais tout ceci ne peut être opératoire que si ces systèmes normatifs sont capables d'éclairer le présent, d'avoir des jambes pour marcher et de faire des normes, des faits transformateurs de la réalité. Je donne un exemple simple, celui de la liberté. La liberté, comme liberté privée, le droit privé est absolument irréductible. C'est une erreur d'opposer liberté formelle et liberté réelle. Mais une liberté qui est séparée de ses conditions d'exercice n'est plus une liberté. Alors il faut revenir sur cette distinction que vous faites entre liberté formelle et liberté réelle, dont vous affirmez qu'il est absurde de les opposer. Par liberté formelle, entendons pour le résumer les droits civiques, le droit de vote par exemple, des droits égaux entre les citoyens. Liberté réelle, la liberté réelle désigne davantage tout simplement des ressources équivalentes en l'occurrence, et le droit de se nourrir par exemple. Le droit de se nourrir, cette distinction était rendue implicitement opératoire d'ailleurs par Jacques Chirac allant en Tunisie. Évidemment, comme il allait en Tunisie, les associations des droits de l'homme à bon droit s'indignaient du fait que certains prisonniers politiques demeurent en Tunisie, enfin que ce ne soit pas un régime démocratique. À quoi Jacques Chirac a répondu que la première des libertés, c'était de pouvoir se nourrir. Est-ce que par exemple, un marxiste souscrirait à cette phrase selon laquelle finalement les libertés politiques passent après la liberté de se nourrir? Je serais moins affirmatif. La liberté de se nourrir, elle est fondamentale, puisque sans cette liberté-là, il n'y a pas de vie possible. Donc c'est la liberté de la vie comme puissance. Mais il faut aller plus loin que cela. Je crois que dans la libération de la liberté comme puissance, il y a aussi la puissance de vivre avec les autres, l'être en commun, la coopération. Or, nous sommes dans une société où si la coopération ne prend pas le dessus ou se trouve un peu moins maltraitée, il est évident que les inégalités qui s'accroissent à l'intérieur du monde rendront problématique pour beaucoup de peuples la liberté de se nourrir. Donc il faut avoir de ce point de vue une conception beaucoup plus articulée. Une conception beaucoup plus articulée, c'est-à-dire une conception qui entrelace finalement ces deux libertés. Est-ce que l'idée selon laquelle les libertés formelles sont l'alibi de la perpétuation d'une société bourgeoise, en somme, qui, sous la forme d'une social-démocratie bon teint, viserait à maintenir l'ordre établi avec l'alibi du suffrage universel ponctuel qui donnerait vaguement à chacun la possibilité de s'exprimer? Est-ce qu'en somme, ce discours-là vous semble caduque? Je pense que, de ce point de vue, la critique de la démocratie, que j'appellerais la démocratie régime, et que je poserais volontiers à la démocratie processus, qui elle est radicale et qui ne pose pas de limite à la démocratie, me paraît valable. Donc, il y a bien une sorte d'hypocrisie objective de ce système politique, et on considère ce qu'il est devenu, un système complètement autoréférentiel, où il s'agit de partager des niches électorales, et en vérité de ne pas entendre, de ne pas représenter, paradoxe pour un système dit représentatif, les besoins, les désirs cruciaux et brûlants de beaucoup de monde me paraît être une limite de cette démocratie qui aujourd'hui, ou bien elle se transforme dans un sens de la démocratie processus, ou bien alors elle va dégénérer en système d'auto-perpétuation d'un pouvoir qui se mord la queue. Je peux vous poser une question indiscrète, André Tauzel, de vous à moi. Votez-vous? Oui. Ah oui, donc ça veut dire que c'est un jeu auquel vous acceptez de jouer, parce qu'en votant, vous ratifiez d'une certaine façon un système dont les structures, notamment le vote... Je vote sans fétichiser le vote. Je pense qu'il y a des situations où il faut voter pour ce qu'on appelle être un moindre mal, mais ça ne suffit pas. Le vote, aujourd'hui, est présenté comme l'acte décisif de la démocratie. Il a lieu tous les 4 ans, et on sait très bien que le système politique est complètement en déconnexion avec cela.
Je pense qu'une démocratie qui n'a pas, si vous voulez, donc quelque chose de moléculaire à la base, sous la forme de multiplication d'associations et de luttes, qu'il s'agisse des luttes ouvrières qui existent encore, parce que la classe ouvrière n'est pas morte, et des luttes pour les différentes identités qui croisent ces luttes n'existent pas. Nous sommes, je pense, arrivés à un carrefour où cette liberté démocratique radicale se poursuit, s'étend et devient effective, ou alors le système politique va dégénérer, et alors il y aura beaucoup de monde qui ne votera pas. Alors, je voudrais qu'on entende tout de suite la parole d'Althusser. Althusser, immense lecteur de Marx, lecteur d'une certaine façon qui a construit en un sens un Marx hétérodoxe par rapport à l'orthodoxie qui était celle du Parti communiste au début des années 60, l'auteur notamment de ce qu'on a appelé la coupure épistémologique entre Marx et ses prédécesseurs, et ici entendre Althusser s'interroger sur la question de savoir si l'on peut parler avec Marx d'une philosophie humaniste et revenir sur la fameuse phrase de Sartre qui faisait du marxisme l'horizon indépassable de notre temps, c'est-à-dire à l'époque du sien. Nous savons tous que Sartre a écrit un jour que le marxisme était la philosophie indépassable de notre temps, que toute la pensée contemporaine était dominée, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, par la problématique philosophique de Marx. Je crois qu'il a bien posé le problème, mais je ne sais pas s'il l'a posé dans des termes qu'un marxiste pourrait assumer, pourrait accepter. Quoi qu'il en soit, cette phrase de Sartre met en évidence ce fait, c'est que, pour les contemporains, Marx, philosophe, est vivant comme philosophe. Alors, la première question que nous devons nous poser, c'est la question suivante: en quoi Marx est-il considéré par nos contemporains comme philosophe? Alors, si nous essayons de remonter jusque dans les régions, dans les réduits, si vous voulez, où l'on essaye de définir ce que peut être la philosophie de Marx pour les contemporains, je dirais de manière très schématique, si vous permettez cette division, ce classement, je dirais que Marx est considéré par nos contemporains comme philosophe pour trois raisons. Je veux dire que nous nous trouvons devant trois interprétations de la pensée de Marx comme philosophie. Bon, la première interprétation, c'est ce que j'appellerais, si vous voulez, une interprétation philosophique de type humaniste, éthique, plus ou moins morale, plus ou moins religieux, etc. Dans cette interprétation, Marx est considéré comme un philosophe comme les autres, animé par un profond sens de la liberté, des valeurs humaines, un profond sens de la réalité de l'homme, et qui a protesté de toutes ses forces dans des textes philosophiques et aussi dans des textes techniques, économiques, contre ce qu'on peut appeler l'aliénation de l'homme dans la civilisation moderne. Ce Marx-là est déclaré philosophe par toute une série d'interprètes, aussi bien certains sociodémocrates que certains catholiques, que certains libéraux. Et ils reconnaissent Marx comme philosophe parce qu'ils reconnaissent en lui un philosophe humaniste. Intéressant d'ailleurs d'entendre Althusser, André Tauzel parler de certains catholiques, certains libéraux, certains sociodémocrates qui reconnaissent à Marx cette dimension. Alors Althusser dit philosophe, on pourrait parler ici d'humanisme en somme. Le marxisme, selon vous, est-il un humanisme ou bien la place ou la part de la volonté humaine est-elle réduite chez Marx au jeu des mécanismes dont il assume l'explication, selon vous? S'il est un humanisme, il est un humanisme de second degré. Marx ne s'adonne pas, si vous voulez, la possibilité de partir d'un sujet humain qui serait spontanément autoproducteur. Il part donc d'une réalité qui est un complexe d'individus en relation, que ces relations sont toujours des relations contradictoires, où la possibilité de coopération est déterminée par l'exploitation, la domination, et qu'il importe donc de comprendre ce système de dépendance qui, d'une certaine manière, fait quelquefois des individus, des sujets, des porteurs de rapports sociaux. Mais il est bien évident que être porteur de rapports sociaux, c'est aussi résister à ce qui peut être contraint dans le rapport social. Et les luttes ouvrières, les luttes politiques de classe, et comme toutes les luttes aujourd'hui que l'on peut voir dans diverses minorités, ne sont impensables sans cet écart qui fait que celui qui est assigné à une place comme sujet prédéterminé se revendique comme individu qui veut libérer une puissance d'agir et de penser, pour reprendre le terme de Spinoza. Donc en ce sens,
sens, il y a bien chez Marx un humanisme de second degré, mais qui est extrêmement méfiant à l'égard, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler une sorte de prométhéisme facile qui accorde à l'homme ce pouvoir d'autocréation. Sans verser dans le prométhéisme d'un homme qui serait l'unique artisan de son histoire, hein, une espèce de sanctification de la volonté humaine comme transcendant toute nécessité historique, sans verser là-dedans, quelle place, par exemple, un historien marxiste ferait à la responsabilité des hommes? Prenons un exemple tout simple. Quelle est, d'un point de vue marxiste, la place et la responsabilité de Hitler dans l'émergence du nazisme? Quelle part fait-il à l'ensemble des rapports de force, des mécanismes sociaux qui produisent l'arrivée, et à juste titre, hein, d'ailleurs une explication tout à fait pertinente, qui produisent l'arrivée du parti nazi aux affaires par les urnes? Quelle place fait-il malgré tout à l'idéologie d'un homme, au charisme d'un homme? Dans quelle mesure un homme peut-il être tenu pour responsable de cela? On pourrait faire la même remarque à propos de Lénine ou de Staline. Oui, tout à fait, oui, mais l'histoire intérieure du communisme, qui se réclame de Marx et qui l'a souvent transformé en son contraire. Le fait est qu'il y a eu un culte de la personnalité autour de Lénine et autour de Staline. Mais je ne sais pas si cela relève véritablement de la question de l'humanisme. Je crois qu'effectivement certaines conditions historiques ouvrent des possibles, que de ce point de vue il n'y a pas de logique de l'histoire comme un certain marxisme l'a cru. Il y a une problématique de l'histoire avec des possibilités ouvertes ou pas, et Allez-y. Et à ce niveau-là, il peut y avoir des personnalités qui vont à un moment être capables de saisir des opportunités, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, les singulariser et être des facteurs d'identification collective. Donc là-dessus, il n'y a qu'à lire les textes historiques de Marx lui-même, qui, à propos de Louis Bonaparte, dans les 18 Brumaire, montre comment un individu, somme toute habile et médiocre, réussit à résoudre une situation d'impasse entre différents partis qui expriment des intérêts contradictoires de classe et met tout le monde d'accord par la création d'un pouvoir autoritaire qui renforce le pouvoir d'État et qui est capable apparemment d'intégrer pendant un certain temps le mouvement ouvrier. Donc je crois qu'il ne faut pas faire de Marx quelqu'un qui exclut les responsabilités, mais les responsabilités sont toujours des responsabilités dans la condition, dans la situation, et là il y a une part de singularité où les motivations éthiques peuvent jouer, mais où je crois que la véritable expression implique toujours, si vous voulez, la capacité donc d'exploiter des potentialités libérées par l'action elle-même, par la pratique humaine. Mais il y a donc quand même, à ce moment-là, un élément d'aléatoire au sein de la science de l'histoire. Un aléatoire, une forme d'indéterminisme que ménage l'irruption, malgré tout, de la volonté humaine ou de personnalités exceptionnelles, pour le meilleur ou pour le pire, hein, André Tauzel. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a bien une part de singularité et de contingence. Le déterminisme historique n'est pas la théorie que soutient Marx, mais c'est celle d'un marxisme vulgaire qui a fait beaucoup de mal, de ce point de vue-là. Marx distingue entre conditionnés, qui implique des déterminations assez larges, déterminés, au sens d'une multiplicité de conditions qui se font plus précises et qui font boule de neige, et il laisse toujours ouverte la part de l'événement, de l'histoire se faisant, où effectivement là les singularités trouvent toute leur place. C'est bien ce qui fait le prix de ces textes historiques, où par exemple dans le 18 Brumaire, la théorie de la société ou de l'histoire qu'il a élaborée juste un petit peu auparavant lui sert de cadre très général, mais il reste en deçà de ce que Marx nous dit en tant qu'interprète, acteur d'une situation historique contingente qui fait sa place aux individualités, parce que ce qu'il dit de Bonaparte, il le dit aussi de l'incapacité de ce qu'il appelle les sociodémocrates d'ailleurs à l'époque, de la montagne, et bien entendu aussi de l'incapacité de la classe ouvrière décente à être acteur historique, puisqu'elle vit avant tout fondamentalement une répression. Mais est-ce que, dénonçant l'incapacité de la classe ouvrière, il s'en prend à finalement l'inaptitude des hommes à faire aboutir le destin qui est le leur, ou bien est-ce que c'est un événement contingent, un moment de l'histoire, ou est-ce que c'est structurellement finalement que Marx en vient à déplorer cette incapacité? Je crois que dans le cas du 18 Brumaire, il s'agit donc d'une classe ouvrière qui finalement est somme toute relativement jeune, donc qui est immature, et qui fait sur sa peau une expérience très cruelle, puisque les promesses de démocratie sociale ne seront jamais tenues, et qui va apprendre et s'éduquer.
Mais cela ne suffit pas. Mais il n'y a pas chez Marx de théorie générale sur l'incapacité de. Je crois que tout dépend donc d'un ensemble très complexe de conditions qu'il faut à chaque fois reconstituer et reproduire par la pensée. Si Marx avait désespéré totalement de la classe ouvrière, il n'aurait jamais été communiste. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut au contraire expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se propose jamais que des tâches qu'elle peut accomplir, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que la tâche elle-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour la remplir existent déjà, ou du moins sont en voie de constitution. À grands traits, les modes de production asiatiques, antiques, féodales et bourgeois modernes peuvent être qualifiés d'époques progressives de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagonique du processus de production sociale, non pas dans le sens d'un antagonisme individuel, mais d'un antagonisme qui naît des conditions d'existence sociale des individus. Cependant, les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette formation sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. André Tauzel est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi à l'orée d'une semaine sur Marx, sur et autour de la pensée de Karl Marx. Le texte que je viens de lire est extrait de la préface de la contribution à la critique de l'économie politique. C'est un texte qui date de 1859, dans lequel on retrouve peut-être, qu'en pensez-vous André Tauzel, ces deux ambitions, à la fois de surmonter la préhistoire de la société humaine et en même temps d'écrire les mécanismes qui, en un sens inévitablement, aboutissent à surmonter cette préhistoire. C'est un texte qui a été commenté 1000 fois, probablement un des textes les plus commentés donc, du marxisme, parce qu'il a une valeur synthétique et de résumé. C'est un texte que Marx présentait simplement comme un fil conducteur. Et il ne faut pas lui en demander plus. Ce texte, à la fois, indique donc des structures, un jeu de structures qui est fondamental, en particulier pour notre système de production capitaliste, et l'inscrit dans une théorie de l'histoire qui s'assure peut-être assez facilement de sa fin et qui recourt dans un langage un peu déterministe, dans une philosophie de l'histoire, ce qui ne peut être qu'une problématique de l'histoire. Et là, Marx, en quelque sorte, s'encourage lui-même et donne une forme scientifique, entre guillemets, à ce qui reste du domaine donc, du combat ou de la lutte. Je signale par exemple que Gramsci, qui a été un des meilleurs lecteurs de Marx au XXe siècle, disait qu'on ne peut pas prévoir véritablement en histoire, qu'on ne peut prévoir que la lutte. Alors le passage au communisme que Marx ici s'accorde ne peut être au plus qu'une possibilité. Et la théorie des segments de production qui pouvait avoir un sens en 1859 mériterait d'être considérablement revue avec les connaissances historiques et ethnologiques dont nous disposons aujourd'hui. Donc je résume, un texte fondamental, un texte qui néanmoins cache beaucoup de problèmes et qu'il est important de distinguer. Vous avez parlé de Gramsci, André Tauzel, que vous aimez beaucoup et dont vous parlez fort bien. D'ailleurs, il faut insister sur Gramsci. On a entendu Althusser tout à l'heure. Gramsci partage avec Althusser le fait d'être au regard de l'orthodoxie la plus stricte. D'ailleurs, l'orthodoxie la plus stricte n'est-elle pas en elle-même une hérésie quand il s'agit de marxisme, étant donné le caractère ouvert de l'œuvre de Marx? Ça, c'est peut-être la première question. Et deuxièmement, est-ce que les meilleurs interprètes de Marx ne sont pas ceux qui, comme Althusser ou comme Gramsci, ont tenté de produire des hypothèses à partir de Marx, plus que de penser son application stricte, j'allais dire toute bête?
Votre question est tout à fait pertinente. Je crois que tous les grands mouvements historiques, cela a été vrai aussi pour la Réforme ou pour les Lumières, ont tendance, ne peuvent pas être efficaces historiquement s'ils ne se simplifient et s'ils ne donnent pas lieu à des orthodoxies. Il y en a eu d'autres. Il y a eu l'orthodoxie libérale, il y a l'orthodoxie républicaine, il y a eu des orthodoxies marxistes. Celles-ci sont problématiques parce qu'elles sont liées à l'échec du communisme et aussi à l'échec du socialisme, de la social-démocratie. On vit dans une période de double échec. Donc, de ce point de vue, il est inévitable que des systèmes de pensée élaborés et complexes deviennent des idéologies efficaces avec l'ambiguïté et les limites. En ce qui concerne Gramsci, il est bien évident que c'est un penseur qui n'a pas eu finalement d'influence politique. Il a pensé en prison. Le Parti communiste italien, qui a été longtemps le plus grand parti communiste occidental et en lequel on a pu avoir quelques espérances, l'a déporté vers une espèce de gramscisme faible qui était beaucoup plus un retour à la social-démocratie, une stratégie de réforme. S'attachant au fait que Gramsci était d'abord essentiellement pluraliste, attaché à une conception pluraliste. Gramsci n'est pas pluraliste. Gramsci reste, si vous voulez, dans une conception qui est celle d'une post-1917. Simplement, il se rend compte que la société civile est extrêmement complexe, qu'un parti unique ne peut pas prétendre prendre en lui la diversité de sa société et qu'il y a eu des contradictions et que les combats continuent. Et que donc il est pour un pluralisme politique ? Il est pour, de fait, une sorte de pluralisme politique de fait, ce qu'il appelle le pluralisme noir. En tous les cas, il n'est pas pour un centralisme autoritaire ou despotique. Enfin, l'originalité de Gramsci, elle tient surtout au fait qu'il est celui qui a bien compris que Marx avait anticipé dans la théorie de la grande industrie les modifications du capitalisme du XXe siècle, le Fordisme. Parce que Marx a anticipé le Fordisme. Il n'a pas anticipé le capitalisme actuel, mais le Fordisme, ou en tous les cas beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui déconstruit le Fordisme et qui fait que nous avons besoin d'une théorie critique qui soit aussi vigoureuse que celle de Marx, mais qui ne peut pas être tirée complètement de Marx. L'un des génies de Marx et l'une des immenses, peut-être, valeurs ajoutées, si j'ose employer ce terme en ce qui le concerne, de Marx, c'est que tout en complexifiant la question de l'humanisme, en rendant complexe l'humanisme, Marx est une machine de guerre contre toute entreprise de déshumanisation telle que le Fordisme a pu en être l'exemple par excellence. Marx a eu l'attitude, disons, contradictoire, parce qu'il pensait que le Fordisme massifierait les ouvriers, permettrait donc à leur combat de se centraliser, donc d'avoir une capacité de choc qui mettrait les organisations ouvrières à hauteur donc du pouvoir d'État, et qu'il avait une fonction en quelque sorte, disons, de discipline. Mais il a bien vu aussi que le Fordisme réduisait les capacités individuelles, mutilait l'homme, et que là encore nous étions dans la contradiction. Et il rêvait, il espérait, disons, une transposition positive de ce que le Fordisme avait apporté, moins, bien entendu, et abstraction faite de tous les dégâts qui étaient liés au mode spécifique du procès de travail. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si cet espoir de l'héritage de ce qu'il y a de positif dans les nouveaux procès de travail, le capitalisme cognitif, peut si facilement, ou pourra si facilement être réapproprié par les travailleurs, les employés, par les nouvelles figures sociales de notre société. Et je pense que de ce point de vue, le progressisme, entre guillemets, de Marx ne peut pas être soutenu comme il a été soutenu. Je dis progressisme entre guillemets parce que de tous les penseurs du XIXe siècle, il a été le moins progressiste. Si on lit d'autres philosophes, ils sont des enthousiastes du progrès. Marx a toujours dit que le progrès était une idole barbare, c'est-à-dire donc qui buvait le sang de ses victimes dans leur crâne. Alors donc, chez Marx, la conception du progrès a toujours été celui d'un progrès qu'il faut éclairer d'une lumière sombre. Aujourd'hui, je crois que les choses se sont encore plus assombrées. C'est un Marx inattendu que vous nous présentez là, tout simplement parce que c'est un Marx réel et qu'il s'agit de dépouiller des idées reçues à son sujet et qui en encombrent la compréhension et nous y voyons plus clair grâce à vous, André Tauzel, notamment. On va entendre un autre marxiste, un autre excellent lecteur de Marx, quelqu'un qui disait d'ailleurs préférer le corps à corps avec Marx au tête-à-tête avec Tocqueville, avec qui il était plus d'accord. Et c'est Raymond Aron qui décrit dans l'extrait qu'on va entendre la difficulté qui fut la sienne, malgré l'envie qui était la sienne justement de choisir le marxisme. Écoutez. J'avais un grand problème qui était de savoir quelles opinions on devait adopter si l'on voulait être rationnel ou raisonnable. J'étais donc un jeune philosophe kantien et je me suis dit... Je suis socialiste, ou tout au moins je l'affirme. J'avais été inscrit pendant quelques mois au Parti socialiste, et puis la section du Parti socialiste m'avait fatigué, parce que c'était surtout de jeunes bourgeois
qui expliquaient à corps et à cri qu'ils étaient des révolutionnaires. Alors moi, je n'aimais pas ça, je suis parti. Enfin, c'est sans conséquence. Je me suis dit, je ne peux pas, moi, qui suis un homme de pensée, me déclarer socialiste sans étudier le socialisme et l'économie politique. Alors, en même temps, j'ai étudié l'économie politique et le marxisme. Et je vous assure, avec bonne volonté, j'aurais voulu devenir marxiste. Parce que si j'avais pu être marxiste, j'aurais su que l'histoire me commandait d'adopter une certaine opinion politique. Et je n'aurais plus eu l'embarras du choix. Or, l'embarras du choix, j'y tiens passionnément. Mais d'une certaine manière, j'aurais été content d'en être débarrassé. S'il y avait eu une vérité qui fût à la fois celle de l'histoire et de la morale, si l'histoire avait la gentillesse de donner toujours la victoire à la moralité, c'est-à-dire si le marxisme au sens vulgaire était vrai, comme la vie serait facile. Alors j'ai lu courageusement le Capital, le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome, et puis j'ai conclu avec regret que cela ne me paraissait pas vrai. Je ne suis pas devenu de ce point de vue, à ce moment-là, antisocialiste, mais j'ai considéré que le choix socialiste était un choix tout aussi arbitraire qu'un autre, et qu'à partir de ce moment, pour choisir le socialisme, il fallait comparer les avantages respectifs des diverses organisations de l'économie. Et c'est vers cette époque, un peu plus tard, que j'ai lu la théorie générale de Keynes, et qu'en fonction de mes lectures économiques, de mes réflexions, et d'un goût probablement organique du libéralisme ou de la liberté, j'ai adopté une attitude qui est restée la mienne toujours, avec modification selon les circonstances. C'est-à-dire, je n'aime pas affectivement les conservateurs et les hommes de droite. Je suis contre la révolution violente et j'essaye, dans un monde mauvais, d'améliorer ce que l'on peut améliorer. C'est tout à fait décevant, je l'accorde. C'est tout à fait décevant, je l'accorde. C'est le propos, évidemment, de Raymond Aron. Raymond Aron, d'ailleurs, dont on oublie, André Tocel, qu'il était socialiste jusqu'en 1938, et qu'il avait pris sa carte à la SFIO en 1922, c'était un homme de gauche avant-guerre. Que vous inspire cette parole de l'honnête marxologue qu'était Raymond Aron ? Elle m'inspire deux genres de considérations. D'abord, je crois qu'il faut accorder à Raymond Aron la liberté du choix et la déception qui peut être la sienne lorsqu'il a constaté l'évolution donc des pays socialistes et les difficultés internes de la pensée de Marx. Mais puisque mon choix n'est pas celui de Raymond Aron... Est-ce que, par exemple, en le présentant comme un choix, André Tocel, ça n'est pas en soi une façon de valider sa position? Est-ce qu'en disant que vous-même n'avez pas fait le même choix qu'Aron, vous ne préservez pas l'idée d'un choix il ne s'agit pas de fidéisme. Je pense qu'aujourd'hui, les assurances tranquilles que pouvait avoir Raymond Aron sur l'avenir libéral décevant et routinier, mais malgré tout satisfaisant, ne sont plus possibles. Je crois que la situation actuelle, qui est celle de la mondialisation capitaliste, la troisième phase de cette mondialisation, nous fait entrer dans des contradictions inédites que Raymond Aron, d'ailleurs, n'avait pas perçues, sauf peut-être dans un de ses derniers ouvrages sur les désillusions du progrès, qui est peut-être l'ouvrage le plus intéressant qu'il ait écrit ces derniers temps de sa vie, mais qu'aujourd'hui, ça n'est pas avec le vieux communisme que nous avons à régler nos comptes, même s'il faut continuer à l'étudier, mais nous avons à régler nos comptes avec la société telle qu'elle est devenue, et d'une certaine manière, je dirais, n'en déplaise à Raymond Aron, qu'il y a plus à tirer de ce qui est encore valide et efficace dans la critique de l'économie politique de Marx que dans les considérations ou les perspectives de Tocqueville, qui ne sont pas à la hauteur de la violence du monde dans lequel nous vivons. Alors, venons-en justement à cette hypothèse communiste dont on peut considérer qu'elle est toujours valide. L'un des propos de Raymond Aron était de dire que rien n'était plus nuisible au marxisme en un sens que les régimes, souvent mortifères, qui pouvaient s'en réclamer. Et Aron, qui pourtant n'avait pas prévu l'effondrement si rapide du bloc communiste, du bloc soviétique, Aron n'en pensait pas moins que l'effondrement du bloc soviétique, et l'effondrement éventuel, ou en tout cas la disparition des régimes qui revendiquait la théorie de Marx, serait également l'occasion d'une résurrection du marxisme lui-même. Est-ce qu'en un sens, on n'assiste pas à ce schéma d'une doctrine qui ressuscite à la faveur de la disparition des régimes qui s'en réclament? Et donc, schéma paradoxal, en somme, d'une doctrine qui redevient valide à l'instant où elle ne s'incarne plus.
Il y a bien de cela, effectivement, que la doctrine semble retrouver une force, en tous les cas, de sollicitation et d'inquiétude au moment où elle ne s'incarne plus. Mais la question de l'incarnation doit être posée dans toute son ampleur. Raymond Aron avait eu raison de s'interroger sur la société soviétique. Il voyait là un modèle qui pouvait durer très longtemps face à la société démocratique. Je crois que le bien fondé de la critique libérale, c'est de rappeler donc la force, le caractère irréductible de ce qui relève des libertés de la démocratie. Mais aujourd'hui, un libéral, disons, honnête, comme Raymond Aron, ne pourrait qu'être inquiété devant ce que devient la démocratie, devant ce qu'est devenu le monde et l'économie monde. Donc, de ce point de vue, nous avons besoin d'une théorie critique qui doit quelque chose à Marx. Mais tout n'est pas dans Marx, mais rien ne pourra être fait si on élimine ce qu'il y a de critique chez Marx, pour précisément donc donner un nouveau cours à une démocratie qui puisse donner cours à quoi? Au communisme. C'est quoi le communisme? Bien, ça n'est pas la fin de l'histoire avec la fin des contradictions, la fin de l'État, la fin du droit, la fin de la religion. C'est tout simplement la fin des classes. La fin des classes. Ce serait une société où, en tous les cas, ce qui devient impossible et invivable aujourd'hui aurait commencé à disparaître, où l'on restaurerait ou on instaurerait quelque chose qui relève donc du bien commun, d'une multiplicité de biens communs, où les formes de coopération pourraient tendanciellement l'emporter sur les formes de concurrence exacerbée et sur la situation de guerre civile globale qui est présente dans le monde. Raymond Aron n'aurait certainement pas prévu les violences qui ont suivi 1990. Certains avaient présenté 1990 comme la fin de l'histoire. Or, il faut bien quand même déchanter. Et il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, alors que le mot ne pouvait même plus être prononcé à cette époque, on parle de capitalisme que l'on voudrait civiliser, moraliser, mais je pense que ce n'est pas sérieux. Le capitalisme est un système qui en lui porte, je ne dis pas nécessairement la possibilité de son déplacement, mais en tous les cas, la possibilité de sa lente auto-explosion avec des dégâts considérables et de plus en plus considérables. Donc on peut avoir une espèce d'implosion qui est une menace pour la civilisation. Alors, on va revenir sur la question de la fin de l'histoire à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur, donc la semaine du 9 novembre 2009, dont les chemins reparleront donc dans quelques jours. Ici, deux points pour rester un instant, André Tauzel, puis on arrive au terme de l'émission, sur la critique aronienne de Marx. Aron développe une philosophie critique de l'histoire, considère qu'une science de l'histoire est illégitime. On ne peut pas connaître le fin mot de l'histoire parce que la matière humaine est ainsi faite, pour le dire rapidement, qu'on ne peut pas en faire la théorie exacte et imparable. Ça, c'est la première critique. Deuxième critique que formule Raymond Aron, il dit que la démocratie est inséparable de l'économie de marché pour des raisons, alors non seulement empiriques, puisque empiriquement il n'y a jamais eu de régime démocratique sans économie de marché, mais pour des raisons de fond qui étaient aux yeux d'Aron, que tout simplement la liberté ne pouvait pas se scinder, en somme. On ne peut pas être libre dans son expression sans être libre, sans bénéficier par exemple de la liberté d'entreprendre. Que valent, selon vous, ces deux critiques que Aron formule à l'encontre de Marx? En ce qui concerne la théorie de l'histoire, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de redévelopper une théorie, une philosophie de l'histoire du type de celle de Marx, de Hegel ou des gens des Lumières. Mais nous sommes en mesure de développer une problématique de l'histoire qui peut en quelque sorte s'interroger sur les possibles et sur les impossibles. Or, je dirais très simplement qu'aujourd'hui, il y a des possibles immanents au capitalisme qui se sont réalisés, qui passent par une forme d'apartheid mondial, qui passent par la radicalisation des inégalités entre les cultures, qui passent par une énorme question écologique et qui, en quelque sorte, menacent à la fois l'être en commun, le bien commun, et qui rendent nécessaire de chercher une issue. Je garde le vieux mot de communisme parce qu'il garde en lui la référence au commun, au bien commun et à la coopération, qui me paraît être le meilleur qu'un autre. En ce qui concerne donc le lien entre la démocratie et la démocratie de marché, là je crois que tout est à reprendre, parce qu'on voit très bien que si elle est liée à la démocratie de marché, la démocratie peut très vite dégénérer s'il n'y a pas des forces de contradiction, des forces de démocratie de base, et qui essaient d'inventer des formes d'association humaine. La démocratie de marché ne peut être finalement qu'un moyen de réguler la force internationale de travail et de différer les contradictions jusqu'à l'implosion ou jusqu'à la barbarisation. Un grand merci André Tauzel, c'était passionnant de vous entendre. Alors je renvoie d'ailleurs, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler suffisamment, à votre essai sur la mondialisation capitaliste, un monde en abîme, paru aux éditions Kimé. Je signale également le marxisme du XXe siècle, paru chez Sileps.
De Raymond Aron lui-même, eh bien, le marxisme de Marx, les cours de Raymond Aron sur Marx, formidables, existent aux éditions de Fallois désormais, avec une préface et des notes de Jean-Claude Casanova et Christian Bachelier. 10h50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Et si Marx, Adèle Van Rett, se trouvait entre Dieu et Darwin? Et justement, ce serait peut-être le concept manquant. Entre Dieu et Darwin, le concept manquant, c'est le titre de l'essai de Francis Caplan, qui est paru aux éditions du Félin à la fin du mois dernier. Le concept manquant, c'est le concept qui permettrait d'expliquer ce qu'est la vie, rien de moins. Question à laquelle, à lire l'essai de Francis Caplan, la philosophie n'est jamais parvenue à fournir une réponse satisfaisante. Bonjour Francis Caplan. Bonjour. Vous montrez que toutes les tentatives d'explication de la vie se réduisent à deux modes d'explication. Dieu d'un côté et Darwin de l'autre. En quoi est-ce que l'explication finaliste, donc Dieu, c'est-à-dire le mode finaliste, pose que tout a un sens, que tout a été pensé a priori par une conscience, et pour qui la vie est donc le développement d'un projet qui est mis en œuvre par cette conscience supérieure. Et de l'autre, Darwin, le darwinisme montre que la vie est le résultat d'une sélection naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas guidée par une intention a priori, qu'elle ne suit aucune direction préétablie, mais qu'elle repose sur le hasard biologique, c'est-à-dire l'interaction entre l'individu et son milieu. En quel sens, Francis Caplan, ni Dieu ni Darwin ne permettent d'expliquer ce qu'est la vie? Alors, en réalité, les deux conceptions se fondent sur la finalité, parce que la vie est apparemment finaliste, et les deux l'admettent absolument. La seule différence, c'est que pour l'un, la finalité implique un esprit, par une organisation. Effectivement, un organisme, c'est quelque chose d'organisé. Et finalement, le seul être possible qui est assez puissant pour organiser la matière serait Dieu. Inversement, Darwin reprend la même idée de finalité. Le seul problème, c'est que pour lui, la finalité, c'est le simple effet du hasard. La sélection naturelle n'est là que pour faciliter, si j'ose dire, l'explication par le hasard. Mais dans le cas commun l'autre, il y a finalité qui s'expliquerait soit par Dieu, soit par le hasard. Alors ceci dit, ces deux explications me semblent inconcevables quand on les pousse jusqu'au bout. En ce qui concerne Dieu, Dieu est un esprit qui agit sur la matière. Or, je dis, quelle que soit d'ailleurs l'opinion qu'on se fait de Dieu et l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, le problème ne se pose évidemment pas, mais même si on admet l'existence de Dieu, on ne comprendra pas comment, de toute manière, un esprit, Dieu, puisse agir sur la matière. Je veux dire, au point de vue concevoir, on peut le dire. C'est-à-dire que même en postulant l'existence d'une conscience supérieure, on ne peut jamais se mettre à sa place. Pas exactement. On ne peut pas concevoir l'action. Il est, je veux dire, inconcevable que l'esprit puisse agir sur la matière. Et là-dessus, au fond, tout le monde est d'accord. Simplement, on dira, on ne peut pas comprendre l'action de Dieu, ça dépasse notre compréhension. En plus, on ne comprendrait pas pourquoi il le fait. On ne comprendrait pas les imperfections de la vie. On ne comprendrait même pas le résultat final, parce que Dieu, s'il est responsable, s'il fait les êtres vivants à la manière d'un ingénieur qui fait une machine, ça ne peut être qu'une machine. Or, un être vivant, en particulier prenons le cas de l'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est non seulement qu'il est un être, qu'il ait un organisme, mais que sa conscience puisse agir sur l'organisme. Je veux lever ma main et ma main se lève. Et si c'est possible, ça implique que l'organisme n'est tout de même pas une machine, parce que sur une machine, vous pouvez toujours agir par votre conscience, ça ne marchera pas. D'un autre côté, passons maintenant à Darwin. Darwin, logiquement, d'où son succès d'ailleurs, logiquement, ça se tient très bien. Le seul malheur, c'est que l'explication par le hasard a des limites. Il a des limites en ce sens que j'ai été amené à introduire, mais au fond, introduire ce que tout le monde admet volontiers, l'idée qu'il y a deux sortes de hasards. Un hasard
possible, disons, et un hasard impossible. C'est-à-dire que si vous gagnez au loto toutes les semaines pendant des mois, personne, c'est pas un hasard impossible, je veux dire mathématiquement. Simplement, c'est tellement improbable que personne ne vous croira. Et qu'on sera sûr que vous avez une martingale, que vous avez une manière de fausser le loto, et simplement, toutes les polices seront à vos trousses, mais on est sûr que c'est pas ça. Bon, toute la mécanique quantique, d'ailleurs, est fondée là-dessus. Or, je constate que le darwinisme, à vrai dire, je ne dis pas Darwin, je dis le darwinisme, parce que Darwin est beaucoup moins rigoureux là-dessus. Si l'exigence normale d'une théorie scientifique, ce serait de démontrer que nous sommes dans du hasard probable. Or, ils ne le font pas, et non seulement le darwinisme ne le fait pas, mais j'essaye de montrer que mathématiquement, ce n'est pas possible. Que l'ébauche d'un organe, j'essaie de calculer, ça représenterait une probabilité de 10 moins 60. Borel, Émile Borel, qui est un des grands noms de la mécanique, de calcul de probabilité, disait que au-delà, une probabilité inférieure à moins 50 est absolument impossible. Donc à vous entendre, on comprend que ni Dieu, ni Darwin, c'est-à-dire ni le darwinisme, donc le finalisme, ne peut pas expliquer la vie, et c'est pour ça que vous avez recours à ce que vous appelez le concept manquant, qui est en fait un bricolage concept. Non. Il nous reste très peu de temps. Oui. Donc Quand je dis j'ai pas recours au concept manquant, je constate qu'il nous manque un concept. Et donc je voudrais bien recourir au concept manquant, mais je ne l'ai pas. Mais vous essayez de bricoler ce nouveau concept. Alors non. C'est pas exactement ça. Je dis que, autrement dit, nous n'avons pas ce concept. Simplement, il se trouve que, malgré tout, le biologiste, ça marche. Autrement dit, le biologiste est en train de dire, mais j'ai bien le concept, ça marche. En réalité, il a bricolé. C'est pas moi. Le biologiste a bricolé un concept, c'est-à-dire, il utilise un outil qui n'est pas fait pour ça, mais ça marche. Vous avez besoin d'enfoncer un clou, vous n'avez pas de marteau, vous prenez une paire de tenailles. Voilà, si vous voulez, le bricolage que le biologiste fait, et ça marche. Le bricolage que le biologiste fait, et donc que vous essayez de faire au sein de ce livre, qui d'ailleurs peut être abordé comme une présentation des différents concepts de la vie. Je vous remercie, Francis Calpin, d'être venu en parler. Il s'agit donc de Entre Dieu et Darwin, le concept manquant, qui est paru aux éditions du Félin le mois dernier. Et l'actualité pure, Adèle Van Rett, pour aujourd'hui. L'actualité pure, c'est le titre du nouvel essai de Cédric Lagondré, que j'avais reçu le mois dernier, qui était venu nous parler de la société intégrale. Dans ce nouvel essai, tout aussi engagé et radical sur l'actualisé, sur le temps paralysé, c'est le sous-titre de l'essai, l'auteur montre et dénonce la transformation du présent en actualité. Et donc, par-delà la dénonciation de ce qu'il nomme la recuite du réel, c'est par les images médiatiques et la consommation, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre, c'est la référence à Macbeth. Macbeth qui veut faire arriver la possibilité de sa royauté, qui a été annoncée par le discours des sorcières. Or, Cédric Lagondré montre que le pouvoir politique et social contemporain cherche de même à produire un futur, bien qu'on ne sache pas ce qu'il s'agit de faire arriver. Sinon, cette actualité pure qui nous fait perdre le contact avec la réalité, la matérialité des choses et par laquelle finalement plus rien n'arrive. C'est donc l'actualité pure, et c'est sur le temps paralysé, ça paraît aux éditions PUF. C'est noté, un grand merci Adèle. Marx, Macbeth, Dieu, Darwin, entre hasard possible et hasard impossible, et une lecture critique de l'actualité, c'était le programme des Nouveaux Chemins de la Connaissance, qui prolonge demain cette semaine autour de la pensée de Karl Marx. Nous accueillerons Isabelle Garot qui viendra nous parler de l'idéologie allemande. Retrouvez cette émission sur Internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous pourrez également télécharger, écouter en ligne les émissions de la semaine et évidemment le journal des Nouveaux Chemins par Adèle Van Rett. France Culture, 10h59. Dans un instant, question d'époque.